Est-ce qu'on peut commencer le CP déjà là? Ok. Bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on peut commencer le cours? Je vois M. Basile là, en ligne. Est-ce qu'on peut commencer le cours? Oh, bonjour, monsieur Biaï. Oui, bonjour. Oui. Oui, je suis en train de vérifier si la plupart des cognitifs sont déjà connectés et s'ils y sont, afin que nous puissions débuter. Oui. Le lien leur a été déjà envoyé pour la séance sur YouTube. C'est là pour la CV principale. Donc, c'est possible que nous puissions commencer maintenant. Oui, on me dit que combien sont déjà sur YouTube? 12. Il y a déjà 12. Je pense qu'on peut commencer parce qu'on a perdu beaucoup de temps. On doit commencer parce que aujourd'hui, exceptionnellement, on va arrêter un peu plus tôt. Donc, on doit arrêter à 16 heures. Donc, il ferait mieux qu'on commence déjà. Les autres peuvent nous prendre en cours de route. Ça va? Oui, monsieur Biaï, cela nous va. Ok, d'accord, entendu. Alors, en principe, aujourd'hui, on devait examiner le chapitre 5 en ce qui concerne les sujets et les organes communautaires. Mais j'aimerais quand même rappeler à l'attention des étudiants de quoi il s'agit lorsque on parle de droit communautaire. Le professeur est revenu là-dessus, mais lorsque certains étudiants tentaient de poser des questions, à côté, j'ai compris qu'il y avait certains éléments qui échappaient encore aux étudiants. Et pourtant, le professeur l'a dit. Et j'aimerais peut-être répéter en quelques minutes, en d'autres mots, pour que les étudiants puissent comprendre quelque chose. Parce que tel est l'objectif de cet enseignement. Lorsque on parle du droit communautaire, la définition vous a été donnée et que c'est l'ensemble des règles ou mieux des normes sécrétées par au début les trois communautés. Les trois communautés. La CECA, la CEE et la CEEA. Les trois communautés. Ce sont en fait des organisations internationales. Mais des organisations internationales qui avaient une nature distincte des autres organisations internationales connues. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, le professeur vous a dit que vous devez vous référer dans le cadre de votre cours du droit des organisations internationales. Lorsqu'on parle de la classification des organisations internationales, le professeur Balanda, dans son ouvrage sur la théorie générale du droit des organisations internationales, propose une définition, propose une classification. Et cette classification va dans le sens que nous abordons la question. CP, oui, veuillez fermer votre micro, CP. Ok, merci. Donc, je disais, alors dans la classification des organisations internationales, le professeur Balanda va loin pour dire que pour tenter de classifier objectivement les organisations internationales, il y a lieu de tenir compte de la nature fondamentale de ces organisations internationales. Et de cette réflexion, nous avons plus ou moins trois types ou trois catégories des organisations internationales. Nous avons dans un premier temps les organisations internationales qui sont qualifiées d'associations ou de simples coopérations.
les organisations internationales d'association ou les simples coopérations. En fait, ce sont des organisations internationales où, dans le cadre de leur fonctionnement, les États gardent les attributs de leur souveraineté. Et dans le fonctionnement des organes de ce type d'organisation internationale, c'est pratiquement le principe de l'égalité qui est mis en exergue. Ça, c'est la caractéristique principale des organisations internationales d'association ou de simple coopération. Vient ensuite une deuxième catégorie qu'on qualifie les organisations internationales de coopération technique. Dans ces types d'organisations internationales, il y a une coordination des activités que mènent ces organisations internationales. C'est plus dans le domaine technique. On peut citer l'Union internationale des télécommunications et j'en passe. Mais la troisième catégorie, ce qui nous concerne dans le cadre de secours, c'est ce qu'on qualifie les organisations internationales d'intégration. Ces organisations internationales ont la caractéristique principale, celle de voir les États qui en sont membres cèdent certains attributs de leur souveraineté dans des domaines précis. Ça peut être dans le domaine économique et ainsi de suite. Voilà le siège de la matière, ce que nous allons examiner. C'est-à-dire le droit communautaire n'est rien d'autre terme que l'examen du processus d'intégration. C'est que lorsque le professeur aborde la question de l'origine ou genèse du droit communautaire, le professeur cite bien évidemment les trois communautés qui ont eu lieu à un moment bien déterminé dans l'évolution de l'humanité. La CECA, la CEE et la CEEA, qu'on appelle aussi communément Erato. Dans chaque organisation, la première lettre C veut dire communauté. C veut dire communauté. Et c'est de là qu'est sorti le vocable communautaire, qui nous revient à dire aujourd'hui droit communautaire. Et c'est très important. Ce qui fait que les caractéristiques que nous allons suivre tout à l'heure, l'étudiant doit avoir à l'esprit qu'il y a beaucoup plus d'exigences lorsque les États se mettent ensemble dans le cadre des organisations d'intégration que lorsque nous sommes dans le cadre des organisations d'association ou de simple coopération. Et nous allons voir maintenant dans le fonctionnement de ce type d'organisation internationale, c'est-à-dire les organisations d'intégration, comment les choses se présentent. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre par rapport à cette petite introduction. C'était juste pour recadrer en fait un peu la matière, surtout pour les amis qui se sont plaints, qui n'ont pas eu le temps de suivre le professeur. J'aimerais avoir le feedback du CP ou de son adjoint s'il y a de préoccupations quant à ce. Sinon, on continue avec le chapitre 5. Oui, M. B, quant aux préoccupations, jusque-là, il n'y en a pas. Ok. Donc avec cet éclaircissement, je pense qu'on peut maintenant continuer avec les enseignements. Nous pouvons continuer. Ok, entendu. Alors, le chapitre 5, les sujets et les organes communautaires. Pour aborder comme il se doit la question en rapport avec les sujets de droit communautaire,
nous devons préalablement, en peu de mots, bien évidemment, rappeler les sujets du droit international général. Et comme vous le savez, un sujet de droit international, c'est toute entité juridique titulaire direct des droits et des obligations internationaux. J'ai dit des droits et des obligations internationaux. En ce qui concerne la nomenclature du sujet de droit international, nous avons d'une part les États, les organisations internationales et les particuliers, personnes physiques, dans une moindre mesure. Les États sont considérés comme les sujets primaires du droit international pour la simple raison qu'ils ont la plénitude des compétences. La question de la personnalité juridique des États a longuement été évoluée déjà à l'époque des traités de Westphalie et actuellement, personne ne peut contester que l'État est sujet de droit international par excellence, par excellence. Mais cependant, si aujourd'hui la reconnaissance des organisations internationales comme sujet de droit international, donc ayant la personnalité juridique internationale, ne pose plus débat, cela n'a pas été le cas il y a quelques années passées. En effet, lors de la création de ces organisations internationales, la doctrine n'a pas été unanime, où il y avait une controverse doctrinale quant à connaître si une organisation internationale avait la personnalité juridique internationale ou non. Et vous le savez, nous n'allons pas passer beaucoup de temps là-dessus. C'est avec l'avènement de l'avis consultatif du 11 avril 1949, qu'on appelle communément avis Comte Bernadotte, que la Cour internationale de justice a par déduction affirmé que l'ONU a la personnalité juridique internationale. Et depuis lors, cette question ne pose plus de problème. Mais en ce qui concerne les individus comme sujet de droit international, j'ai dit tantôt, dans une moindre mesure, l'individu est considéré comme sujet de droit international dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Alors, comment l'individu est devenu sujet de droit international dans le cadre spécifique de la promotion et de la protection des droits de l'homme? Pour la petite histoire, nous sommes en Europe en 1950. Dans le cadre de cette organisation qui était née, il s'agit bien du Conseil de l'Europe. Nous allons revenir au Conseil de l'Europe. Il a été prévu l'adoption d'une convention, la Convention européenne que le professeur Balanda a donnée le mardi, la Convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales. C'est cette convention qui a élevé l'individu comme sujet de droit international de manière précise et particulière. Mais lorsque nous examinons les traités et d'autres dispositions adoptées dans le cadre du droit communautaire, lorsqu'on cite les sujets de droit
communautaire, il y a bien évidemment les États, il y a bien évidemment ces organisations internationales, c'est-à-dire les communautés, mais ce qui est plus important ici, il faut ajouter aussi les personnes physiques, les particuliers, les personnes privées, qui, dans le cas d'espèces, sont considérés comme des sujets de droit international à part entière dans le cadre communautaire. Cette innovation est très importante pour la simple raison que lorsque plus loin nous allons examiner la situation en Afrique, nous allons nous poser la question, c'est de savoir quelle est la place des particuliers, personnes physiques ou morales, quelle est leur place dans ce que l'on peut qualifier le droit communautaire africain. Nous allons tirer toutes les conséquences qui en résultent. Mais pour revenir aux particuliers, personnes physiques morales comme sujet de droit international, in casu specie, il faudrait rappeler que, hormis la question de la promotion et de la protection des droits de l'homme que nous venons d'évoquer tout à l'heure, l'individu ne pouvait pas. Ça, j'espère que vous avez à l'esprit la définition que nous venons de donner par rapport à qui peut être qualifié un sujet de droit international. Le seul mécanisme qui permettait aux particuliers, indirectement bien évidemment, de saisir les instances internationales, c'était l'institution qualifiée de la protection diplomatique. Et le professeur l'a dit, lorsque l'État dont il est question prend fait et cause, il endosse cette situation, ce droit-là qu'il va réclamer à un autre État, ce droit-là devient automatiquement un droit propre à l'État. C'est peut-être le national qui a subi un préjudice, mais pour faire la réclamation sur le plan international, c'est l'État qui endosse ce préjudice, devient comme si, à proprement parler, c'est un préjudice qui a touché l'État, et c'est ce même État qui peut, selon que de besoin, rester en justice et faire une réclamation. Mais ici, lorsque les particuliers sont cités comme sujet de droit international, ça veut dire tout simplement que dans le cadre des organes que nous allons examiner tout à l'heure, les particuliers peuvent directement saisir ces organes et demander des réclamations, même vis-à-vis des États concernés. Les particuliers directement, sans passer par le mécanisme de la protection diplomatique. Donc, vous voyez que le professeur l'a soulevé la fois passée, la question de la nationalité n'a pas le même contenu lorsque nous abordons les questions en droit international général et lorsque nous abordons ces questions dans le cadre du droit communautaire. Ce n'est pas le même contenu, c'est la nationalité. Le professeur, le mardi passé, vous a donné des exemples. Nous allons revenir par rapport au droit de regard. Mais retenez que ce sont ces particuliers qui peuvent, n'est-ce pas, rester en justice lorsque les États qui sont membres des communautés
ont violé certaines dispositions en rapport avec les communautés qui ont été créées. Quand j'ai dit les particuliers, personnes physiques et morales, vous devez avoir à l'esprit, nous parlons ici des entreprises, parce que avec l'avènement de la CECA et plus loin la CEE, nous sommes dans le domaine économique. Donc il y a des entreprises qui ont été mises en place, qui ont été créées. Et ces entreprises pouvaient aussi, que de besoin, science pour faire des réclamations. Et ces entreprises pouvaient aussi se voir et c'était en justice. Donc voilà les éléments essentiels lorsque on aborde la question de sujets de droit communautaire. Les sujets de droit communautaire. Donc en résumé, lorsqu'on parle des sujets de droit communautaire, vous devez retenir que nous avons d'une part les États membres, ça c'est évident, et les organisations internationales qui sont qualifiées de communautés, et bien évidemment les entreprises, surtout du secteur, et les personnes physiques. Voilà un peu le mot, ce que l'on peut faire. C'est la section première, les sujets. Alors, la deuxième section, les organes communautaires traditionnels. Les organes communautaires traditionnels. Lorsqu'on aborde la question des organes communautaires traditionnels, le professeur Balanda donne une monographie, n'est-ce pas, une monographie des organes que l'on retrouve traditionnellement, n'est-ce pas, traditionnellement dans les organisations internationales d'intégration. Et de manière générale, on retrouve la commission, on retrouve le conseil, on retrouve le parlement et on retrouve un organe juridictionnel, si vous voulez, qu'on peut qualifier la Cour de justice. Du moins, c'est un organe juridictionnel qui doit être, cet organe doit être présent lorsqu'on parle des organes du droit communautaire. Là également, c'est très important parce qu'il faut toujours avoir l'esprit que la méthodologie qui est proposée par le professeur Balanda lorsque on aborde la question du processus d'intégration, le professeur Balanda part de l'origine du processus d'intégration. Là où le processus d'intégration a commencé et on examine certaines de ses caractéristiques pour le transposer au processus d'intégration dans le cadre africain. Donc, de temps en temps, lorsque certains éléments vous sont donnés, c'est pour vous permettre à ce que lorsqu'on abordera la question, on peut connaître quel est en fait l'état des lieux du processus d'intégration en Afrique. Ce sont en fait ces éléments que nous examinons au niveau européen qui vont nous permettre, nous tous, de faire une évaluation pour savoir où en sommes-nous, pour savoir est-ce qu'on peut parler du droit communautaire africain, dans le vrai sens du terme. Si oui, quels sont les éléments qui nous poussent à le dire? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrive à aborder la question du droit communautaire africain? C'est la raison pour laquelle nous citons des organes qui ont existé à l'époque de la création de ces communautés, les trois communautés que vous ne devez pas perdre de vue. Alors, si nous prenons le premier organe, la commission, vous devez juste retenir que la commission, c'est l'organe
qui représente et qui incarne l'organisation vis-à-vis des tiers, qui représente et qui incarne l'organisation dont il est question vis-à-vis des tiers. Mais il faudra retenir que la Commission a aussi quelques prérogatives qui sont qualifiées comme si nous sommes dans le cadre de l'exécutif. Parce que nous avons toujours le président de la Commission et les commissaires et les commissaires. Et ces commissaires et le président de la Commission font à ce que l'organisation dont il est question est représentée vis-à-vis de l'extérieur et incarnée vis-à-vis de l'extérieur. Nous avons aussi le Conseil. Et le Conseil ici, c'est une innovation. Innovation dans le sens, à l'intérieur du Conseil, nous avons le Conseil qu'on qualifie le Conseil européen. À ne pas confondre, j'insiste, à ne pas confondre avec le Conseil de l'Europe. J'ai dit tantôt que le Conseil de l'Europe était une organisation ou est une organisation qui a été créée bien avant les communautés. Et de temps en temps, dans le cadre de ce cours, nous citons le Conseil de l'Europe à titre d'information. Parce que, plus loin nous allons voir que le processus d'intégration en Europe a reçu l'héritage de ce que le Conseil de l'Europe, en son temps, a mis en place. Parce que le prof vous a dit, ce sont les six États qui ont créé la CECA en 1951, et ce sont les 6 États qui vont créer quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1957, les deux autres communautés. C'était pratiquement les mêmes, et ces États ont hérité bien avant du Conseil de l'Europe, que j'insiste, qui n'est pas une organisation d'intégration. Le Conseil de l'Europe n'est pas une organisation d'intégration. Mais de temps en temps, nous évoquons ce Conseil de l'Europe, puisque c'est celui qui a permis à ce que les États membres des 3 communautés puissent cheminer, parce que ayant reçu l'héritage dans le cadre du Conseil de l'Europe, notamment en matière de droits de l'homme et ainsi de suite. Donc, ici, lorsque nous parlons du Conseil sur le Conseil européen, qui peut être examiné à 2 niveaux. Premièrement, c'est le Conseil européen qui rassemble, n'est-ce pas, les chefs d'État et de gouvernement. Cet organe, ici le Conseil européen, dans le cadre de la représentation au niveau le plus haut, rassemble les chefs d'État et des gouvernements. Et le professeur vous a dit le mardi, de temps en temps, lorsque ce Conseil, le Conseil européen qui s'est réuni avant, qui s'est réunissait 2 fois. Mais aujourd'hui, ce Conseil se réunit 2 fois par session, puisque les enjeux sont devenus tout autres. C'est ce Conseil, le professeur vous a dit, que vous allez constater lorsqu'il a abordé la question des États moteurs ou leaders, que la France et l'Allemagne se rencontrent toujours régulièrement. Mais à part cette rencontre au niveau le plus élevé, il y a aussi certaines rencontres
cadre du jour du Conseil où ce sont les ministres qui interviennent. Et la particularité ici du Conseil, lorsque ce sont les ministres qui sont invités, c'est que nous savons pertinemment que dans le droit, la théorie générale du droit des organisations internationales, ce sont particulièrement les ministres des Affaires étrangères qui représentent les États. Mais ici, l'innovation, c'est que ce sont en fait des ministres sectoriels qui représentent les États en tenant compte de l'ordre du jour. C'est-à-dire, lorsque pour une conférence internationale, une conférence diplomatique donnée, l'ordre du jour a un caractère, n'est-ce pas, dans le domaine agricole. Dans ce cadre-là, c'est le ministre de l'Agriculture qui va représenter l'État. Donc, ce n'est pas que c'est automatique le ministre des Affaires étrangères ou tel autre ministre que le chef de l'État pourra donner les pleins pouvoirs. Ici, c'est en tenant compte de l'ordre du jour. Et là, il faut souligner que c'est une innovation. En tenant compte de l'ordre du jour. Et c'est là, vous pouvez me poser la question, c'est de savoir, monsieur l'assistant, ne voyez-vous pas que cela peut créer un désordre? Si c'est chaque ministre qui doit... si c'est chaque ministre qui doit, n'est-ce pas, représenter, là, ça pose problème. Là, ça pose problème. Mais retenez que... Maintenant, entre la YouTube, tu vas maintenant me voir. Autant la téléphone dans son mobile. Est-ce qu'il y a moyen de dire à cet étudiant-là de... Est-ce qu'il y a moyen de dire à cet étudiant-là de fermer son micro? S'il vous plaît, qui vient de se connecter au fait? Qui vient de se connecter pour on explique comment on peut... J'ai entendu la voix de Tansia. Tansia, si tu viens de te connecter, coupe le micro. Si tu ne sais pas utiliser, tu viens dans l'auditoire, on va t'expliquer comment utiliser, s'il te plaît. C'est bon, on peut continuer? Bon, jusqu'à là, elle n'a pas coupé son micro, je ne sais pas. Carrément, je vais la joindre par téléphone. On peut continuer pour ça. Ok, parce que là, j'ai les échos, ça ne me permet pas de parler. Je l'appelle tout de suite. Ok. Donc, on était encore au niveau du Conseil européen où nous disons que c'est l'innovation en rapport avec l'ordre du jour qui est fixé. C'est chaque ministre qui représente les... Ok, d'accord. On peut reprendre? Nous pouvons répondre. Ok, bien, merci. Bon, on était... Bassi, là aussi, c'est bon. Bassi, là aussi, c'est bon. Monsieur, c'est bon, je vous entends. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, on reprend. J'espère qu'on ira vite parce qu'il nous reste qu'une heure par rapport à la journée d'aujourd'hui. Alors, je reviens à ce que je disais en rapport avec le Conseil de l'Union européenne. J'ai dit tantôt que ce Conseil, c'est l'incarnation de la légitimité interétatique. Donc, lorsque nous sommes en présence des organisations ou des organes, des organisations d'intégration, de manière générale, c'est le Conseil qui est souvent comme l'organe de la représentation interétatique. Dans ce cas, c'est ce Conseil
Mais ce qui est important ici, on a insisté par rapport à l'innovation qui est apportée dans le cadre du droit, le droit positif de la théorie générale des organisations internationales. Contrairement à d'autres organisations internationales où au sein du Conseil, la composition, c'est plus les ministres des Affaires étrangères. Ici, nous avons l'innovation porte dans le sens où ce sont en fait des ministres sectoriels qui participent aux activités. Et cela tient compte de l'ordre du jour qui est fixé lorsqu'on convoque une conférence diplomatique ou une conférence internationale. Et j'ai donné comme exemple, j'ai dit ici, nous sommes en présence, l'ordre du jour a prévu d'aborder la question ou les questions en rapport avec domaine, c'est le ministre de tel domaine qui va représenter, n'est-ce pas, l'État membre. Et ça, c'est une innovation. Et j'ai dit que les étudiants, vous pourriez me poser la question, celle de savoir, mais monsieur, ne voyez-vous pas en cela un désordre si chaque ministre, selon que de besoin, peut représenter l'État? Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une coordination et une harmonisation. Et j'ai dit, et c'est là où on était interrompu, que de manière générale, au sein des États, au niveau interne de chaque État, il y a toujours une structure qui sert de relais, à l'instar des représentations diplomatiques qui se trouvent à Bruxelles. Parce que comme vous le savez, chaque État membre a un représentant diplomatique à Bruxelles, siège de l'Union européenne. À Bruxelles, toujours une représentation diplomatique. À l'instar des représentations diplomatiques, au niveau interne, il y a toujours une structure qui sert de relais pour la coordination. Et j'ai à l'esprit ici l'exemple de la France, où il existe une structure qualifiée du secrétariat général du comité international. Le secrétariat général du comité international. C'est un ministre, c'est une structure qui rassemble en fait les agents les plus qualifiés de différents ministères. Et cette structure est reliée hiérarchiquement sous la direction du Premier ministre. Sous la direction du Premier ministre. Donc, je reprends. Cette structure rassemble des agents, des hauts cadres dans chaque ministère, dans chaque administration des portefeuilles. Et ce sont ces agents-là qui servent plutôt des coordinations, qui sont là pour le suivi des dossiers, l'état des lieux, l'évaluation et même des propositions quant à l'orientation que chaque État devrait avoir lors des rencontres internationales. Voilà ce qui est important. Voilà ce qui est important. Et j'ai dit que le moment venu, nous devons aborder la question pour savoir, est-ce au niveau interne des États africains, est-ce qu'il existe de relais vis-à-vis des organes communautaires? Voilà un peu l'innovation. Et en ce qui concerne l'autre organe, non de moindre, le Parlement, qu'aujourd'hui tout le monde appelle le Parlement européen. Retenez que l'institution d'un organe parlementaire dans les systèmes des organisations internationales générales n'existait pas. Un organe parlementaire n'existait pas. L'innovation
encore une fois de plus, est venue du Conseil de l'Europe. Du Conseil de l'Europe, qui, lors de sa création, a pensé dans les organes qui devaient être constitués une assemblée qu'on a appelée assemblée parlementaire. Et c'est de là qu'est venue l'idée plus tard, lorsque les 3 communautés seront mises en place, de mettre en place un organe parlementaire. Et l'avantage ici, au niveau communautaire, c'est que actuellement, les parlementaires au niveau de l'Union européenne sont élus au suffrage universel direct. Sont élus au suffrage universel direct. Et ça, c'est une innovation. Au suffrage universel direct. Donc, ce sont en fait des élus qui ne sont pas votés par les États et vont représenter par la suite au niveau du Parlement, mais ils sont élus directement par la population. Directement par la population. Rappelez-vous, lorsque le professeur a donné les conditions théoriques pour la réalisation d'une intégration, le professeur a abordé la question de la place de la population ou de l'opinion. On ne peut pas imaginer, ça c'est ce que nous verrons plus loin, que le processus d'intégration touche en fait au premier chef les populations. Les populations qui doivent participer à l'effort. Et voilà l'occasion donnée, n'est-ce pas, à la population de participer au fonctionnement et à la gestion même des organisations d'intégration. Ils sont élus au suffrage universel direct. Je répète qu'ils sont élus au suffrage universel direct. Ça, c'est une innovation. Et de manière générale, cet organe qui est le Parlement, ici dans le cas de le Parlement européen, a globalement 3 missions prérogatives. Nous avons d'une part les pouvoirs sur le plan budgétaire, sur le plan législatif et bien évidemment sur le plan international. Budgétaire, le professeur a abordé la question en ce qui concerne l'innovation, le contrôle budgétaire. Le professeur a abordé, ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Sur le plan législatif, c'est là de soi. En fait, dans les organisations internationales de type classique, c'est de manière générale au niveau de l'Assemblée des États, où on adopte, n'est-ce pas, des conventions ou des accords. Mais ici, il y a une législation. Donc, vous comprenez, en rapport avec ce que le professeur a donné le mardi passé, c'est que les organes communautaires tendent à se rapprocher, n'est-ce pas, des organes au niveau interne des États. Lorsqu'il a donné l'exemple de la Banque centrale européenne, ça veut dire que c'est une entité qui coexiste avec les différentes banques nationales, mais à terme, je dis bien, l'objectif, c'est que c'est de voir cette Banque centrale européenne au sein de tous les États membres
pour tous les États membres de l'Union européenne. Et le pouvoir de délibération au niveau international, cela renvoie purement et simplement à lorsqu'il y a la conclusion des accords, n'est-ce pas, le Parlement européen, quand